8h45 sur studioqualita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Il faut souligner d'emblée que les manchettes de la presse ce matin se divisent en deux titres qui se rapportent tous deux à deux décisions importantes prises hier par le président américain Donald Trump. La décision d'abord de ne pas transférer, en tout cas pour l'instant, l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, et puis la décision dramatique, pourrait-on dire, des États-Unis de se retirer des accords de Paris sur le réchauffement climatique. Alors nous allons bien entendu naturellement commencer par ce qui nous préoccupe ici le plus en Israël, c'est-à-dire l'ambassade américaine. Celle-ci restera au moins pour les 6 prochains mois à Tel Aviv, après que le président Trump ait signé hier l'ordonnance présidentielle reportant de 6 mois la mise en application de la loi sur Jérusalem votée par le Congrès américain en 1995. Une loi qui stipule donc que l'ambassade des États-Unis devra être transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Les médias israéliens hier soir ont commenté abondamment cette décision en soulignant d'une part la satisfaction des Palestiniens, de l'autre la déception des dirigeants israéliens. Dans sa réaction, Binyamin Netanyahou a regretté que l'ambassade ne soit pas transférée. Il a affirmé que contrairement à d'autres estimations, il était lui-même persuadé que le déplacement de l'ambassade à Jérusalem aurait contribué à promouvoir la paix dans la région. Certains analystes israéliens expliquent que la décision du président américain ne faisait plus aucun doute et c'était l'avis donc des responsables israéliens. Si Trump avait voulu déplacer l'ambassade, eh bien, il l'aurait annoncé officiellement lors de sa visite la semaine dernière à Jérusalem, écrivent ces éditorialistes et ces analystes israéliens. Trump aurait pris cette décision donc de ne pas transférer l'ambassade à la suite des mises en garde de leaders arabes comme le roi Abdallah de Jordanie, comme Abdel Fattah al-Sisi en Égypte et comme Mahmoud Abbas qui lui aurait dit à plusieurs reprises qu'une telle mesure pourrait embraser la région. Le Haaretz, lui, croit savoir pourquoi, malgré tout, les dirigeants israéliens n'ont pas apparemment fait d'intenses pressions pour que cette promesse électorale puisse se concrétiser. Selon le Haaretz, Donald Trump aurait déclaré à Binyamin Netanyahou, en effet, qu'en échange de la concrétisation de cette promesse, eh bien, il serait obligé d'exiger d'Israël des pas tangibles sur la voie d'un règlement du conflit avec les Palestiniens. Des pas qu'apparemment le Premier ministre Binyamin Netanyahou n'était pas prêt à réaliser pour l'instant. Il est possible que cette information soit à l'origine justement des rumeurs sur le fait que Netanyahou n'était pas dans l'absolu favorable au transfert de l'ambassade. En première page du Yediot Aharonot, Nahum Barnea, le principal éditorialiste du journal, écrit que contrairement à la promesse juive de ne pas oublier Jérusalem, Imeshkacher Yerushalayim, Trump, lui, a bel et bien oublié sa promesse électorale. Et Barnea, lui aussi, d'expliquer que Trump n'a jamais eu l'intention véritablement de transférer l'ambassade sans contrepartie israélienne. On peut, écrit-il, y voir une ironie du sort dans le fait que Donald Trump crache ainsi au visage de Binyamin Netanyahou, précisément durant la semaine célébrant le jubilé de la réunification de Jérusalem. Et pour Barnea, c'est la preuve que la droite israélienne n'a pas su lire et comprendre Donald Trump. Pour Reshet Bet, la chaîne d'information de la radio israélienne, une question demeure. Est-ce que Donald Trump continuera à signer tous les 6 mois cette ordonnance en sachant que ce ne sont pas seulement les Israéliens qui souhaitent le transfert de l'ambassade, mais également des dizaines de millions d'évangélistes américains qui ont voté en faveur de Donald Trump lors des élections présidentielles, et ce dans l'espoir, entre autres, qu'il concrétise sa promesse électorale. La seconde décision très dramatique, comme je le disais, du président américain est la sortie des États-Unis de l'accord sur le réchauffement climatique de Paris. Et cette décision est détaillée depuis hier soir à la une de toutes les pages des sites internet, pages d'ouverture des sites internet tels que Ynet, Energy. Et voilà, ces sites citent justement Donald Trump qui a expliqué que cet accord était mauvais pour les Américains et qu'il était prêt à une nouvelle répartition qui soit plus équitable, selon lui, pour les États-Unis. Je représente Pittsburgh et pas Paris, a affirmé Donald Trump dans une conférence de presse hier avant de déclarer que cet accord de Paris avait été signé par son prédécesseur, je cite, par désespoir. Les sites israéliens mentionnent également les réactions des dirigeants occidentaux, réactions très critiques à la décision de Donald Trump. Nous en parlions à l'instant avec Yohanan Manor. Le Israël Hayom publie dans son édition du vendredi en manchette ce matin les résultats d'un sondage qui affirme que 75% des Israéliens ne croient pas à un règlement possible du conflit israélo-palestinien. 67% de ces Israéliens ne sont pas prêts à renoncer à une partie de la souveraineté israélienne sur Jérusalem dans le cadre d'un éventuel règlement
de paix avec les Palestiniens. Dans son commentaire de ces résultats, le Israël Hayom explique très clairement que ce sondage vient prouver ou confirmer que contrairement à celui récemment diffusé sur la seconde chaîne de télévision, eh bien que les Israéliens ne sont pas prêts dans leur majorité à un règlement du conflit qui passe par un renoncement à des parties souveraines de la terre d'Israël. Les manchettes de la presse et des médias, nous l'avons dit par ailleurs sur la presse israélienne, donc, sont consacrés essentiellement donc, à ces deux déclarations donc, de Donald Trump sur l'ambassade des États-Unis et sur le réchauffement climatique, mais nous avons également d'autres informations qui sont dans les pages économiques ce matin de la plupart des quotidiens israéliens. Et l'une de ces informations concerne la chaîne d'information I24 qui a été autorisée cette semaine à diffuser ses émissions désormais en Israël. C'est une information importante pour nos auditeurs. L'information a été donnée dès mardi par le Israël Hayom. Elle est répercutée depuis par les sites d'information en français. Cette autorisation était inclue dans un vaste projet de loi visant à réguler les émissions des médias internationaux en Israël, un projet de loi initié par le député Nachman Shai. Cela fait plusieurs années que la chaîne internationale en 3 langues attendait un tel développement. Le président, directeur général de la chaîne, Franck Meloul, s'est félicité de cette décision et l'a qualifiée d'étape très importante pour la chaîne désormais. Et comme d'autres pays, l'État d'Israël, a dit Franck Meloul, dispose d'une chaîne d'information internationale qui émet en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Ce développement intervient, il faut le souligner, 3 mois après le lancement de la chaîne I24 aux États-Unis. Une page historique maintenant dans les quotidiens israéliens. Les médias et les sites d'information ont annoncé hier la disparition à l'âge de 103 ans de Lisa Shevetz, qui fut pendant des décennies la fidèle secrétaire de David Ben Gurion. Shevetz avait fait son allié en 1936. Elle est devenue la secrétaire de Ben Gurion quasiment depuis que celui-ci est devenu Premier ministre de l'État d'Israël au moment de la création de l'État d'Israël, et ce jusqu'à ce que Ben Gurion prenne sa retraite et se retire de la vie politique en 1963. Dans une interview qu'elle avait accordée il y a 2 ans au site Ynet, il y a quelques mois, au site Ynet, tout de suite après le décès de Shimon Peres, Lisa Shevetz raconte que Ben Gurion lui a un jour demandé si elle était satisfaite de son travail. Elle lui a répondu qu'elle ne travaillait qu'avec les personnes qu'elle appréciait particulièrement, ce à quoi David Ben Gurion lui a répondu « Moi aussi ». Lisa Shevetz raconte également dans cet entretien, donc réalisé au lendemain de la mort de Shimon Peres, que l'ancien président israélien était particulièrement dominant dans la proximité de David Ben Gurion, qu'il aimait beaucoup. Peres était entièrement dévoué à Ben Gurion, ce qui plaisait beaucoup à ce dernier. Le Yediot Ahronoth nous offre une sorte de scoop en révélant l'amplitude des liens qui ont existé dans le passé entre l'État d'Israël et le directeur panaméen Noriega, qui s'est éteint il y a quelques jours à l'âge de 83 ans. On y découvre que ce tortionnaire corrompu a aidé pendant des décennies l'État d'Israël, en particulier grâce à l'étroite relation qu'il avait nouée avec Mike Harari, un légendaire agent et officier du Mossad israélien, un lien qui remonte aux années 70. Harari était devenu l'ami intime du président panaméen de l'époque, Omer Torrijos, dont le chef des services de renseignement s'appelait donc Manuel Noriega. Torrijos a trouvé la mort dans des circonstances non élucidées. C'est Noriega qui lui a succédé. Naturellement, Harari est devenu très proche du leader panaméen. Ronen Bergman, qui est un spécialiste des services de renseignement israéliens, avait interrogé Harari peu avant la mort de ce dernier en 2014. Il avait affirmé que sans Noriega, le Mossad israélien n'aurait pas pu réaliser de nombreuses opérations top secrètes. Noriega avait effectué une visite officielle en Israël dans les années 80. Et puis dans le cadre des festivités du jubilé de la réunification de Jérusalem, le Haaretz relate l'histoire des 15 entrepreneurs de Jérusalem qui ont été sollicités par le gouvernement de Lévi Eshkol tout de suite après la libération de la réunification de la capitale pour détruire le quartier des Maghrébins. Il s'agit du quartier qui se dressait en bordure immédiate du Kotel, là où se trouve aujourd'hui l'esplanade du mur occidental. Ce quartier a été détruit tout de suite après le cessez-le-feu par ces 15 entrepreneurs afin d'aplanir toute la surface de ce quartier et d'en faire donc l'esplanade que l'on connaît aujourd'hui. Quant à Shlomo Artzi, le célèbre chanteur, il nous ramène dans sa page éditoriale, dans le supplément du Yediot de ce vendredi, sur ces journées d'attente qui avaient précédé le déclenchement de la guerre des 6 jours il y a 50 ans. Il raconte cette réalité, lui qui avait à peine 18 ans en 67 et qui terminait alors à peine son baccalauréat. On nous a envoyé creuser des tranchées dans le kibbutz de Nachal Oz, à la frontière avec Gaza. L'atmosphère était
plutôt bonne, loin du sentiment d'effroi provoqué par le bégaiement de Lévi Eshkol dans son discours à la nation quelques jours avant le déclenchement de la guerre, bégaiement et hésitation qui lui avaient valu d'être remplacé au poste de ministre de la Défense par Moshe Dayan, écrit Shlomo Artzi. Et puis d'ailleurs, puisque nous parlons de Moshe Dayan, le Maariv, dans son supplément de Shabbat, nous fait découvrir le dossier militaire complet du légendaire général israélien. On y découvre un homme qui savait à 17 ans qu'il ferait carrière dans l'armée, un homme doté d'un courage rarissime sur les champs de bataille, mais qui n'était pas particulièrement à son aise dans les quartiers généraux de l'armée israélienne. Un homme qui est devenu un héros de la guerre, le héros de la guerre des 6 jours, mais qui a toujours considéré que sa plus belle conquête, donc selon le Maariv, a été d'avoir séduit David Ben Gurion. Et puis dans les suppléments des quotidiens israéliens, on trouve ce matin d'intéressants articles et des reportages particulièrement passionnants, comme dans le supplément du Yediot Aharonot qui est allé interroger Gidon Zellermayer, qui est le chazan de la synagogue Shaharei Shamaim à Montréal. C'était la synagogue où le célèbre chanteur Leonard Cohen avait l'habitude de prier dans sa jeunesse. Il s'avère que le chazan a entretenu, y compris au cours des dernières années, une solide correspondance avec le chanteur. Le chazan raconte que Leonard Cohen terminait tous les mails qu'il lui adressait en signant par son nom hébraïque Eliezer Cohen. Il s'agit d'une correspondance en partie en hébreu que Leonard Cohen pratiquée. Et d'ailleurs, le Yediot Aharonot rappelle que dans le dernier album de Leonard Cohen, sorti un mois avant sa mort, eh bien, on trouve des chansons dans lesquelles il est accompagné par la chorale de cette synagogue de Montréal. Et puis, dans les cadres et puis également, toujours dans les suppléments des quotidiens israéliens, on peut trouver ce matin, plutôt on va parler maintenant des quotidiens, des sites en français, puisqu'il faut aussi également en parler, des sites en français, en particulier du Times of Israel, qui nous présente l'éditorial d'Alexandra Léniel-Lavastine dans le Times of Israel, où elle demande au nouveau ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, comment a-t-il l'intention de combattre l'antisémitisme en France après l'affaire de l'assassinat de Sarah Halimi? Les médias francophones répercutent également l'appel des 16 intellectuels français à lever le voile sur cette douloureuse affaire. Parmi ces intellectuels, Michel Onfray et Alain Finkielkraut. Enfin, le Times of Israel nous annonce que du 6 au 13 juin se tiendra en Alsace un festival du film israélien. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce vendredi matin. Vous allez retrouver dans quelques instants notre invité pour parler de la Parashat Hashavua, de la Parashat de la semaine. Ce sera le Rav Menachem Ackerman dans quelques instants.